Le programme du débrief, c'est avec Christophe Volnet, Senior Advisor chez Seven2, Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF, et Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil. Et restez avec nous, Daniel Legoguic, le président de l'Alliance pour la confiance numérique. On commence avec ce premier sujet. Alors, on a fait le débrief déjà des annonces Apple dans Smart Tech cette semaine, mais je voulais qu'on revienne ensemble pour avoir un peu votre avis sur cette nouvelle ère que nous annonce Apple, l'ère de l'informatique spatiale. Donc on rappelle, il nous explique, et d'ailleurs on va l'écouter le dire lui-même. So in the same way that Mac introduced us to personal computing and iPhone introduced us to mobile computing, Apple Vision Pro will introduce us to spatial computing. This marks the beginning of a journey that will bring a new dimension to powerful personal technology. Voilà une révolution de plus apportée par Apple. C'était au moment de la présentation de son Apple Visio Pro, donc avec un casque technologiquement hyper révolutionnaire. Mais derrière, quel est le modèle de société qu'on nous propose? Quel est l'avenir que propose Apple? Est-ce qu'il vous séduit, Julien? Alors, oui, je ne sais pas si le mot c'est séduire. Je pense que c'est absolument fondamental, cette présentation, parce qu'ils ont lancé une nouvelle plateforme. Et quand Apple lance une nouvelle plateforme, il fait trois choses. D'abord, il regarde comment on interagit avec le monde. Et là, c'est la première fois que sur une plateforme de type mixed reality, enfin réalité mixte, pardon, on est dans un environnement qui est le monde réel. On n'est pas du tout dans un environnement de VR, c'est-à-dire de monde virtuel. Donc ça, c'est le premier élément. Et ils ont posé ça sur la table en disant, vous n'avez rien compris avant. C'est pour ça que ça n'a jamais marché la VR, parce qu'en fait, il faut être dans le monde réel. Deuxièmement, ils ont voulu faire un produit de vision. Il s'appelle Vision Pro. C'est pas tout à fait un hasard, je pense. C'est un produit de vision. Ça va coûter 4 000, 4 500 euros avec les taxes en France, probablement. C'est absolument pas un produit commercial. Ça va être lancé probablement d'ici 9 mois, 1 an. Enfin bref, on est vraiment sur un démonstrateur technologique. Et un démonstrateur technologique avec, comme vous l'avez dit, les meilleures technologies à l'intérieur pour donner l'impression, finalement, la vision de ce que pourrait être un monde de ce type-là. Donc un monde dans lequel on est présent, pas du tout un monde dans lequel on s'abstrait, finalement. Un monde avec une capacité technologique extrêmement frappante de surimposer des fenêtres, son bureau, d'ordinateurs, des films en 3D, bon, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Et puis cette capacité, et tous les gens qui l'ont testé, c'est pas mon cas, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent, c'est qu'ils ont craqué le problème sur lequel Apple a toujours été le meilleur. C'est l'interface utilisateur. Ils ont craqué ce problème-là, c'est-à-dire que j'interagis avec le monde, avec mes mains, mais où qu'elles soient, ils n'ont pas besoin d'être dans mon champ de vision, et avec mes yeux. C'est-à-dire il suffit que je regarde quelque chose, et un peu la voix, mais ils n'ont pas trop insisté sur la voix dans la présentation. C'est pas tout à fait un hasard, puisque s'il y a un domaine sur lequel, pour l'instant, ils n'ont pas très bien réussi, c'est les assistants vocaux, c'est Siri. Mais en tout cas, ils ont vraiment créé ce nouveau modèle d'interaction qui, semble-t-il, d'après tous ceux qui l'ont utilisé, est absolument exceptionnel. Donc, je pense que tout ça mis bout à bout, ils ont vraiment construit la vision d'une nouvelle plateforme. Que ça se vende ou pas, c'est pas le sujet. Moi, j'entends, je lis, oh là là, ils vont jamais en vendre. Évidemment qu'ils vont jamais en vendre à 4 500 euros. C'est pas le sujet. Le sujet, ça va être... D'ailleurs, il le dit dès le départ, il dit c'est que le début de l'histoire. Bien sûr, c'est une itération. Apple fonctionne toujours par itération. Je lance un produit très cher, très coûteux, et puis après, j'itère. Mais alors, ce monde, on a envie d'y être? On a envie de se plonger dedans? Alain? C'est une vraie bonne question. Quand on se repasse au moment où Steve Jobs a sorti le Mac, il y avait le patron de DEC qui disait juste avant, je ne vois pas pourquoi il y aurait des ordinateurs chez tout le monde, chez chacun. Et je suis sûr que tous autour de la table, à l'époque, personne n'aurait imaginé avoir un ordinateur sur son bureau. C'est ce que c'est devenu. Quand ils ont lancé leur iPhone, à l'époque, le téléphone marchait très bien. Nokia en vendait 350 millions par an, 1 million par jour. Et tout le monde avait son téléphone. Pour téléphoner, donc c'était le téléphone du lien. Maintenant, le téléphone, si je le regarde et je m'isole, le Mac, je commençais chez moi à m'isoler. La lunette, le casque, là, c'est l'isolement supplémentaire. Au point que si on veut interagir, qu'on a tous ces lunettes sur la tête, et ben on recrée un clone en intelligence artificielle de soi-même. Donc c'est pas vous que je vois, c'est l'IA qui vous reconstruit. Ce sont les yeux de mon avatar. Et voilà. Donc on est dans la croissance de l'isolement. Je sais pas dire si ça va marcher ou pas, puisqu'à chaque fois, Nokia disait iPhone ne marchera jamais, etc. Donc on peut pas dire si ça va marcher ou pas. Clairement, on n'est pas outillé à l'instant T pour savoir comment ça va se passer demain. Ce que ça montre quand même, c'est qu'en privilégiant l'interaction de moi avec l'extérieur, je réduis l'interaction de moi avec les autres. Et c'est une tendance de fond. Est-ce qu'on le souhaite ou pas ? Si on nous avait montré des images aussi de nous évoluant dans la rue avec nos smartphones, le nez collé au smartphone du matin au soir, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu envie d'y aller. C'est pathétique. Ouais. On est tous... Pourtant, on y est et on est content. Je ne sais pas si on est content ou pas.
Et en tout cas, c'est la vie. De toute façon, on n'a pas On le fait choix. ce choix. On n'a pas le On choix. le fait le choix quand même. Je suis pas sûr que vous serez conscient du choix qu'on fait. Bon, en Christophe, tout cas, oui. la société dans laquelle on va, c'est une société où chaque individu est de plus en plus isolé et la relation qu'il a avec les autres est de plus en plus intermédiée par la technologie. Oui. Or, l'homme, Absolument. c'est un animal communicant. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Hein. C'est vraiment que quand Julien, vous dites qu'on est présent, mais on est présent à travers tellement d'artifices technologiques que ce n'est plus exactement la même présence. Christophe ? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont même, en termes de technologie, fait ce qu'on appelle le pass-through, c'est-à-dire qu'on reconstitue la réalité à travers les images qu'on voit, Oui. parce qu'en fait, il faut aussi saluer la prouesse technologique, Oui. laquelle 2 écrans plus que 4K qui finalement permettent à chaque œil de reconstituer la réalité, mais de façon extrêmement fluide. Donc ça, c'est une vraie performance. Et je pense que ce qui est intéressant dans la façon dont ça a été montré, c'est c'est une nouvelle plateforme, mais c'est aussi assez incrémental par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire qu'on se projette, c'est aussi une nouvelle façon d'avoir l'expérience Apple. Apple fait du Apple, c'est-à-dire un produit très haut de gamme, se positionne en haut du marché, permet de se projeter, savoir... Bon, effectivement, quelques aficionados l'achèteront, mais ce n'est pas le sujet. De toute façon, les prix baisseront. Mais bon, ils ont quand même, il y a quand même des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prononcé le mot métaverse pendant l'intervention. Donc, il y a quand même un gros tacle à Zuckerberg, sans parler de tout ce qu'il a pu ajouter toujours sur les histoires de vie privée et autres. Et donc, on voit très bien qu'ils veulent vraiment complètement reprendre le leadership. Et on peut se poser la question de ce que ça va vouloir dire par rapport à Meta. Mais moi, je pense que les premières instances d'utilisation de ces produits, on les verra en B2B, soit d'ailleurs avec les produits Apple, mais ça va aussi, je pense, peut-être déverrouiller un peu ce marché en laissant de la place à des gens sur des applications plus maintenance industrielle, éducative, qui seront soit autour de produits Apple, mais le B2B, c'est moins leur tasse de thé, mais peut donner l'opportunité de finalement redonner un peu confiance sur ce marché-là, de la VR à l'ensemble de l'industrie. Mais là, ils ne nous promettent pas juste de nouveaux usages industriels. Hein. Vraiment, les images qui montent, c'est pour dire on est en train d'annoncer vraiment un nouveau monde numérique dans lequel on va vivre. Ouais. Le premier téléphone portable était pro. Ouais. Maintenant, tout le monde en a. Est-ce que parce Donc, que... c'est pas du tout ça qu'ils ont annoncé. Ils n'ont pas du tout annoncé un nouveau monde numérique dans lequel on va être projeté, etc. Ils sont restés totalement fidèles à leur modèle du Steve Jobs génération 2, qui était de dire l'ordinateur, c'est la bicyclette de l'esprit. Donc ça, c'est juste une nouvelle façon d'envisager la façon dont je regarde un film, la façon dont je travaille devant l'écran de mon ordinateur, la façon dont j'interagis avec mes photos. C'est uniquement ça. Ils ont été extrêmement prudents de ne surtout pas dire metaverse, de ne surtout pas dire isolement. Est-ce que parce que Apple le montre, l'annonce, ça va arriver? Est-ce que ça va être une réalité selon vous? Ça, je pense que c'est très difficile de le dire, et je pense que c'est la force d'Apple, c'est qu'aujourd'hui, ils ont la puissance financière et ils ont la vision stratégique pour essayer, et pour attendre, et pour pivoter. Enfin, regardons comment a pivoté l'Apple Watch, par exemple. L'Apple Watch, au début, c'était une montre de luxe. On en avait entre 1000 et 15 000 euros si elle était en or, etc. C'était censé être un outil. Bon, bref. Ils se sont rendus compte que ça marchait pas très bien, que ça se vendait pas très bien. Ils l'ont fait pivoter vers un outil de fitness. Et aujourd'hui, c'est la montre connectée qui se vend le plus dans le monde. Ils ont aussi des capacités d'échelle qui font qu'ils peuvent atteindre des niveaux de prix qui, à un moment donné, peuvent rencontrer le grand public. Exactement. Donc, je pense qu'il faut surtout pas se dire ils y arriveront pas. Après, est-ce qu'ils y arriveront? C'est pas très grave. Encore une fois, ils ont les moyens de ils tester. ont les moyens de tester et surtout, ils ont proposé une vision. Ouais. C'est intéressant. Allez, on passe à l'autre actualité. 42 actions pour renforcer la tech française. C'est Jean-Noël Barrot qui a annoncé avoir retenu 42 recommandations sur les 92 du rapport remis par la French Tech Finance Partners, qui est là aussi une nouvelle organisation qui est là pour nous aider à renforcer cet écosystème tech français. Sur les 42, 27 seront implémentées immédiatement, 15 instruites rapidement, nous dit le communiqué. Est-ce que vous êtes convaincu par les mesures qu'on trouve dans ce rapport? Alain? On ne sait pas lesquelles seront exactement retenues. Par quelques-unes, la capitale en région de la tech, ce qui est très bien. Mais 92 mesures proposées, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais on n'a pas le rapport. On ne sait pas ce que c'est. Moi, autant je trouve ça formidable qu'on consulte les acteurs et les personnalités qualifiées, c'est très très bien. Elles ont soulevé un certain nombre de problèmes. Elles ont visiblement fait un superbe rapport avec 90 propositions. Bon, on a quand même des exemples. Ah non, mais les 4 exemples qu'on nous donne sont totalement symboliques.
capitale de la tech en région, bon, c'est sympa à être dans l'avion du président pour les voyages, mais ça adresse pas. C'est ça qu'à chaque fois, systématiquement, on soit représenté dans les voyages à Je l'international. suis circonspect sur la communication, à ce point de me demander, est-ce que finalement le rapport ne plaît pas, et c'est une façon de dire oui, on va l'implémenter, puis on l'oubliera, ou est-ce qu'il y a des choses vraiment sérieuses, et pourquoi ne dit-on pas ce sur quoi on va travailler? Le financement de la deep tech, la commande publique, enfin, il y a tout un ensemble de Il y a sujets. des vrais sujets. Il y a quand même le sujet des licornes aussi qui est abordé. Il faut arrêter de se positionner Oui, uniquement sur la valorisation des startups. C'est bien, Non, mais... je pense que vous avez raison, mais c'est un teasing, globalement, puisque les annonces vont être faites la semaine C'est un teasing qui prochaine, marche pas vendredi. super bien, C'est pas une visiblement. annonce On a un informé. Je ne vais pas vous informer sur le contenu, je laisserai. C'est le président de la République avec Jean-Noël Barrot qui vont venir à Vivatech pour présenter justement le détail des mesures. Vous avez mis sur la table un certain nombre d'éléments qui sont considérés par les acteurs du numérique, notamment les startups et les PME, comme des inhibiteurs aujourd'hui, les dispositifs, la commande publique. Enfin bon, il y aura des annonces sur le sujet. C'est ça qui nous manque. Commenter tout de suite, ça nous manque. Vous aurez tout pour... Le label Deep Tech, par exemple, c'est intéressant ou pas? Ou on n'en a pas besoin? Ça c'est dépend. pas le plus fondamental, à mon avis. Bien. C'est pas la demande la principale. Je pense que je partage exactement ce qui a été dit. Un, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Deux, il y a beaucoup de choses anecdotiques dans ce qui est sorti. Oui. On va voir ce qui n'est pas encore sorti, donc ce qui sera annoncé ultérieurement. Moi, si je dois donner un point positif, encore une fois, avant de savoir ce qu'il y a dans le rapport, c'est quand même qu'on interroge une communauté financière. Enfin, en tout cas, des gens qui financent les startups. Et je ne vais pas parler à la place de ceux qui le font, mais moi, je suis aussi à la tête d'un fonds d'investissement. C'est évidemment le Vous nerf n'êtes de pas la partie guerre. des 16 membres. Non, pas du tout. On n'a pas été interrogé en l'occurrence, mais c'est pas très grave. Ouais. Ce qui est important, C'est pas beaucoup, 16 en même temps. Hein. c'est quand même qu'on se pose cette question-là en France, question qu'on n'aime pas trop se poser, sur laquelle on n'est pas toujours très bon, et que l'État interroge aussi cette communauté-là. Je trouve que c'est pas inintéressant. Et Après, on avait besoin d'une instance pour ça. On avait besoin de créer quelque chose pour nous aider à comprendre comment faire. Les agoras grandir de ce type sont notre toujours écosystème intéressantes tech. parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé effectivement, on aurait pu demander à des grands utilisateurs. Non, parce qu'on a déjà pas mal de syndicats représentants. On a déjà pas mal, dont le vôtre, mais pas seulement. Voilà. Beaucoup de syndicats qui représentent la filière aujourd'hui. Absolument, mais là, la question était posée à des spécialistes qui font des analyses sur comment se passe le développement des startups et des PME avant d'investir, et de leur dire, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que disent les startups avec qui vous discutez? Mais on pourrait poser la même question et on va la poser aux grands groupes et aux syndicats professionnels. Nous, on a donné notre feuille de route sur les PME, les startups, en disant voilà les points clés qu'il faut aujourd'hui régler. On a parlé de commande publique, on a parlé, il faut les impliquer dans les territoires. Il y a une politique industrielle des territoires à faire. Par exemple, la Bretagne est en avance sur le sujet, mais il faut que les autres régions se saisissent du sujet des startups et des PME. Il y a les accélérateurs dans les grands groupes. Nous, on pense, nous, la CN, aujourd'hui, on promeut un contrat de solidarité entre les grands groupes utilisateurs et grands groupes intégrateurs et les startups et les PME. Parce que, encore aujourd'hui, en mesure, si vous voulez, de politique d'achat, on ne peut pas dire que la majorité des achats qui sont faits favorisent quelque part les PME, les startups françaises. Donc il faut inciter, on ne peut pas obliger, mais il faut inciter, promouvoir, sensibiliser. On a la chance d'avoir quand même un secteur populé par des startups et des PME technologiques en France exceptionnel. Il faut pouvoir le valoriser. Une réaction mais très rapide, Julien. Là-dessus, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il faut que moi j'ai participé il y a 2 ans à une initiative qui s'appelait Scale Up Europe, qui était tout à fait dans le même ordre d'idées, avec une présentation à l'Élysée, avec le président de la République, etc. On parlait déjà des achats dans les grands groupes en Europe. Bon. On voit que 2 ans plus tard, on refait, on réunit, ça prend 9 mois, on fait un rapport et à la fin, des propositions d'où ma qui question, seront implémentées on avait ou pas. vraiment besoin Donc, d'en repasser par là. ça, c'est toujours la difficulté de ce genre d'exercice. Moi, je ne juge pas du tout de sa pertinence ou pas, parce qu'honnêtement, encore une fois, je ne l'ai pas vu. Et parfois, ça donne vraiment des résultats, mais on aime quand même bien aussi empiler les rapports. Derrière, c'est pas toujours évident de mettre en œuvre les recommandations. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas levé certains obstacles, effectivement, au financement de nos startups. On passe à la troisième actu. Le temps file. On va parler de la lutte anti-fake news. Donc, comment la Commission européenne avance sur ce sujet, sans Twitter, évidemment, puisque Twitter est sorti de ce code de bonne conduite européen. Alors, parmi les propositions, il y aurait l'idée d'apposer des stickers, contenus générés par des
IA sur les réseaux sociaux qui diffusent, pas forcément des deepfakes d'ailleurs, mais qui diffusent des images ou des textes générés par des IA. Moi, je mets directement en dessous de tous mes WhatsApp, this content is human generated. Ok. Parce qu'effectivement, il n'y a plus moyen de le savoir. Après, la vraie question, c'est que de la bonne foi des gens qui émettent le message. Comment on fait pour savoir? Comment on fait pour vérifier? Eh oui. Et chaque technologie qui se dit assez mûre pour démontrer que ce contenu est généré par une IA, l'IA derrière comprend le critère qui est utilisé et le corrige. À Vegas, il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, quand Samsung montrait ses grands clones grandeur nature qui étaient vraiment vivants, l'étage en dessous, il y avait une start-up française qui disait « Moi, je sais détecter que c'est un avatar artificiel parce qu'il n'y a pas les vrais micro-mouvements. » Il fallait qu'il monte d'un étage. Maintenant, il y avait. Maintenant, il y a beaucoup d'outils qui permettent quand même de détecter justement non, les. Mais non, les je dis le contraire. Oui, mais si, mais il y en a quand même. Donc, oui, à partir du moment où les plateformes sont au courant, elles devraient, enfin, en tout cas, elles auront un devoir, en tout cas, de le signaler. Sauf que je suis, moi, fournisseur d'IA. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en face de chacun des outils pour faire le contre-mesure électronique, pour faire en sorte que je devienne indétectable. C'est une course sans fin. Ouais. Et ce qui l'amène en tête, c'est les gens qui génèrent l'IA. Les autres sont en défense. Christophe, sur ce sujet de la lutte contre la désinformation, on est désarmé totalement, peu importe ce qu'on fait. Non, moi, là, en l'occurrence, le DSA, maintenant, on va rentrer dans le dur. Parce que finalement, je pense qu'on saluait tous les mesures qui avaient été annoncées dans le DSA et le DMA, mais le 25 août, ça rentre en application. Qu'on ait signé ou pas le Code of Conduct. Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ça, c'est de voir est-ce qu'on va être suffisamment ferme, parce que dans cette guerre technologique, la souveraineté, elle est au niveau européen, elle n'est pas au niveau français. Donc il faut être capable. Et là, un des atouts majeurs qu'on a, c'est de réguler notre marché européen et ses conditions d'accès. Sera-t-on assez fort pour, dans un conflit avec Twitter, pour escalader et aller jusqu'à une interdiction? Parce que bon signe parce que Twitter devait être audité, avoir un audit blanc avant la mise en application le 25 août du DSA. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, juste avant encore? Il se retire de cette alliance contre la désinformation. Si vous annoncez une série de mesures et qu'on sent que vous n'allez pas les appliquer, vous allez vous aplatir et ça nous décrédibilisera complètement. Donc je pense que les 6 mois qui viennent sont très très cruciaux pour l'image que l'Europe va avoir sur à quel point elle est suffisamment sûre d'elle pour pouvoir reprendre un peu une place sur le marché. Mais on pourrait aller jusqu'à bannir Twitter, ça vous semble crédible, cette option? Alors, oui. Sortir les muscles, quoi? Oui, sortir les muscles, on peut le faire. À la fin, ça ne marchera pas. On est très mignons toujours à vouloir tout réguler en Europe. Et c'est très bien, on était très fiers de ce DSA, on est très heureux de tout ça. Le monde, c'est pas l'Europe. Le monde, c'est plein d'autres endroits qui ont leurs propres régulations, qui peuvent imposer leurs propres outils, qui aujourd'hui sont ceux qui nous les fournissent. Enfin, soyons lucides quand même. Je veux dire, c'est Google, c'est Twitter, c'est Baidu, c'est etc. C'est pas nous, les petits Européens, avec nos petits bras. Donc, je pense que ça n'empêche pas de vouloir réguler, évidemment. Je pense que c'est une course probablement sans fin, c'est même à peu près certain. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la mener, cette course. Non, mais ça veut dire que ne sous-estimons pas les big tech. En général, jusqu'à présent, en tout cas, c'est toujours eux qui ont eu le dernier mot. Enfin, en bémol, on est des petits bras, mais on est le premier marché. Donc, voilà. Mais ça n'a de sens que si on fait un marché, comme vous dites, un marché unique, solide, qui marche d'une seule tête. L'Europe existe vraiment. Là, on est au cœur de la confiance numérique. Et c'est particulièrement ce que je disais en introduction, un nouvel espace de confiance numérique. Parce que ce soit les utilisateurs, n'oubliez pas les citoyens. Je parlerai d'une partie des citoyens qui sont les familles, les enfants. Ce nouveau monde, si vous voulez, il faut quand même le réguler. Les IA génératives, ça ne peut pas être le Far West, ça ne peut pas être sans règles. Bon, Daniel, j'ai un dernier sujet pour vous sur la confiance, c'est la fusion de la carte vitale avec la carte nationale d'identité, qui est envisagée, c'est un des scénarios qui est envisagé pour lutter contre la fraude sociale. Et la CNIL a émis les premières réserves sur ce sujet. Ça vous semble inquiétant, là, toutes ces fusions de fichiers? Moi, ça me paraît juste un tout petit peu anachronique. C'est intéressant d'y réfléchir, mais enfin, si on pouvait juste déjà penser à la dématérialisation de tout ça, ça serait déjà plus intéressant. Aujourd'hui, j'ai dans mon portefeuille un permis de conduire, j'ai une carte d'identité, j'ai une carte vitale, j'ai plus de carte bancaire parce qu'elles sont dans mon téléphone. Peut-être que ces 3 premières cartes que je viens de citer, on pourrait les avoir dans le téléphone. Alors évidemment, tout le monde y pense. Il y a des travaux qui sont menés. Il y a France Identité, il y a la carte vitale, la e-carte vitale. Après, franchement, se dire, est-ce que je vais dépenser 400 ou 500 millions pour fusionner ces 2 outils-là, alors que de toute façon, dans 5 ans, je l'aurai j'espère avant, mais bon, je l'aurai dans mon téléphone. Voilà, ça me paraît juste un peu anachronique comme débat, mais
La difficulté, c'est qu'il faut garder la possibilité pour des gens qui sont Et il faut bien sûr, techno-adverses tout à fait. de pouvoir se faire soigner sans téléphone. Donc autant garder l'ancienne du coup. Ça sert à rien de lancer un projet à X centaines de millions pour faire cette fusion qui servira probablement à peu de gens en fait. Christophe, Je pense que ça répond à un enjeu politique qui est l'enjeu de la réduction de la soi-disant, enfin de la fraude sociale, mais qui n'est pas en fait par l'usurpation des cartes vitales, mais qui est en fait essentiellement pour 75% généré par les professionnels de santé. Donc ça ne résoudra pas le problème, mais il y a une démarche un peu symbolique de dire maintenant c'est comme la carte d'identité, donc quelque part c'est beaucoup moins falsifiable. Et je crois qu'effectivement, là, il faut regarder ces projets à l'aune de, finalement, comment est-ce qu'on améliore la relation du citoyen avec l'administration. Et ça va probablement beaucoup plus vers, comme vous le disiez, la dématérialisation que de la fusion de en fait, la fusion Daniel, je n'ai pas le temps de vous faire réagir. Je pense que c'est un sujet sur lequel la CN va travailler de toute façon. Bien ça sûr. vous viendra en parler. Merci beaucoup, Christophe Honnête de 72, Julien Villeray d'EDF, Alain Staron d'Artifil et Daniel Lecoguic de l'ACN. On marque une petite pause et puis on va partir s'intéresser à l'art sculptural augmenté, évidemment.